Alors, mais c'est maintenant, en fait, que nous allons beaucoup plus vous charger de questions, docteur, puisque c'est l'heure quand même de débattre du thème de ce dimanche matin. Alors, le Bénin fait-il face à une crise morale? C'est de cela que nous parlerons. Nous essaierons quand même d'apporter quelques éléments de réponse à cette préoccupation, grande préoccupation-là. Déjà, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes accompagnés du docteur Afo Fabien, maître assistant en sociologie du développement, chef service chargé de la recherche, de la valorisation de la recherche à l'université de Parakou. Donc vous avez compris, nous sommes avec une très grosse légume là. Alors pour un bon départ et non pour un nouveau départ, pour un bon départ, essayons de voir si nous avons quand même une bonne compréhension de la notion de la morale. Est-ce qu'on peut dire, docteur, que la morale est l'ensemble des règles de bonne conduite que doivent adopter les hommes? Merci pour l'invitation et merci aussi pour la présentation. Je suis très heureux du bout par lequel vous voulez commencer le débat, à savoir la clarification conceptuelle. Je suis à décorer. Je voudrais d'abord me prononcer sur le concept territorial, à savoir tout le Bénin. Je le trouve trop vaste. Et le Bénin n'est pas une société, le Bénin est l'ensemble de sociétés. Donc on pourra dire, est-ce que les sociétés béninoises traversent-elles une crise morale? Maintenant, qu'est-ce que c'est que la morale? Et je donnerai une définition opératoire, pas une définition du dictionnaire ou une définition juridique, mais plutôt une définition opératoire, ce qu'on peut saisir. Chaque société a ses valeurs, ses normes, ce qu'on peut appeler le code social ou les codes sociaux. On a des codes sociaux de conduite. C'est l'ensemble de ces valeurs, l'ensemble de ces normes, l'ensemble de ces codes sociaux. C'est cet ensemble qui peut être appelé morale. Et cette morale est éditée, elle est non écrite. Par exemple, rencontrer une personne âgée et lui dire bonjour en premier, ça relève de la morale. Ce n'est écrit nulle part. Lorsque vous rencontrez une personne en souffrance et que vous allez à son secours, vous l'aidez, ça relève de la morale. Ce n'est écrit nulle part, etc. Donc c'est cet ensemble de valeurs partagées par un ensemble d'hommes, un groupe d'hommes, cet ensemble peut être appelé morale. Ça veut dire que nous sommes dans aussi un territoire, il y a plusieurs sociétés. Il y a plusieurs sociétés. Par conséquent, nous avons plusieurs codes. Voilà, ce qu'on peut appeler la table des valeurs. Chaque société a sa table des valeurs. Et c'est justement la morale, je crois bien, qui nous permet de distinguer le bien du mal. Hein? Bien sûr, ce qui est admis et ce qui est réprimé. L'ensemble de ce qui est admis peut être considéré comme étant du bien. Et l'ensemble de ce qui est réprimé peut être considéré comme du mal. Et ce qui est mauvais dans la société A peut être considéré comme une valeur dans une société B. Ailleurs, voler est punissable. Ça relève de la... Partout, voler est punissable. Non, il y a des sociétés qui se lèvent le vol. Je me garde de donner le nom. Mais dans certaines sociétés, pour pouvoir, avant de se montrer courageux, homme, il faut être en mesure... Souffle-moi le nom. Non. Donc voilà, il y a des faits, des actes qui sont prohibés par ailleurs, mais célébrés par endroit. C'est ça. Donc la morale n'est pas universelle. La morale est sociétale. Elle varie en fonction des sociétés. Lorsque nous allons au niveau de l'universalité, là nous raisonnerons en termes de morale universelle. Il y a aussi des valeurs qui sont acceptées, qui sont communes à toutes les sociétés. Par exemple, rares sont ces sociétés qui admettent l'homicide. Tuer l'homme, tuer l'autre. Presque toutes les sociétés au monde réprime l'homicide. Donc c'est une valeur, une morale universelle. Mais il y a aussi disons la morale sociétale propre à chaque société. Voilà. Dites-nous, quelle est donc l'importance? Pourquoi la morale dans une société? Comme je l'ai dit tantôt, la morale c'est une table de valeurs. Quelles sont les valeurs qui fondent notre société? On se les dicte, on se les transmet de génération en génération. Pour pouvoir fonder, c'est des invariants, on les appelle en sociologie, c'est des invariants, la société peut changer, mais si la morale change, c'est que vous avez atteint l'âme même de la société. La morale permet de sauvegarder l'idéal type, permet de sauvegarder une société, l'identité même sociale. L'identité sociale se repose sur la morale sociétale. Mais quel intérêt avons-nous à suivre les valeurs morales? Cette question m'amène à réciter un grand penseur. Il s'agit de Jean-Jacques Rousseau, dans du contrat social.
Il dit, mais les hommes, aussi orgueilleux qu'ils soient, aussi libertaires, l'homme est libre, mais ils se mettent en société alors que la société est contrainte. Quand vous vivez en société, vous devez faire face, vous devez accepter les contraintes de la société. Et sa question, c'est de savoir pourquoi l'homme, avec sa volonté d'être libre, aime-t-il se mettre en société alors qu'il sait que la société a une contrainte. Il dit, l'homme échange une partie de sa liberté contre sa sécurité. La morale nous assure la sécurité sociale. Vous m'avez convaincu. Alors, j'ai bien envie de fermer le micro et de dire au revoir, à demain. Alors, vous aviez dit, docteur, que lorsque la morale est atteinte, c'est que c'est l'âme de la société tout entière qui est atteinte. Et vous aviez dit au départ aussi que le Bénin est composé de sociétés, c'est-à-dire de beaucoup de sociétés et non d'une seule société. Alors, je voudrais qu'on prenne cas par cas. Oui. C'est-à-dire, il y en a beaucoup, hein? Oui, qu'on prenne, voilà, les plus connus peut-être, ce qu'on peut utiliser le plus facilement pour illustrer. Je veux que vous nous preniez des exemples de sociétés béninoises où l'âme de la société béninoise est vraiment touchée. Et il y a donc urgence de sauver ces sociétés-là. D'abord, je ne suis pas en parfaite harmonie avec le sujet. À savoir, s'agit-il d'une crise morale? Je ne parlerai pas de crise. Vous savez, l'humanité a traversé 3 époques. Et à chacune de ces époques, il y a eu des changements. Et la première révolution, c'était la découverte du feu. Après la découverte du feu... Ça fait penser à la préhistoire. La préhistoire. Avec la découverte du feu, le feu a induit des changements énormes dans les sociétés anciennes. La deuxième révolution, c'est la révolution industrielle. Avec tout ce que ça a eu comme effet, comme conséquence. À partir de la fin du XVIIIe siècle. À partir de la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est la troisième grande révolution que le monde est en train de traverser, c'est la révolution technologique. Où vous pouvez être à Parakou et suivre en direct ce qui se passe à Washington, suivre en direct ce qui se passe à Paris, suivre en direct au point où, si nous nous versons dans une analyse de crise, on risque de ne pas bien comprendre l'événement, ce qui se passe. Nous sommes en train de traverser des mutations. Les anciens, en parlant de crise, font un jugement de valeur. Moi, je voudrais plutôt analyser les faits. Il faut se rendre compte que notre monde est en mutation et la morale elle-même est en mutation. Tout à l'heure, quand je prends vos clips, vous avez passé des Nigérians, vous avez passé un Togolais, vous avez passé un Malien. Mais il y a 10 années en arrière, ce n'était pas facile de le faire en une semaine à Parakou. Il fallait voyager ou bien il fallait qu'on vous envoie, qu'on vous expédie le support, etc. Donc, cette innovation technologique a induit ou est en train d'induire des changements de comportement. Je ne parlerai pas de rupture puisque je ne suis pas politique. Donc voilà un peu comment il faut l'accepter sportivement. En parlant de crise, c'est tout comme nous victimisons quelque chose. Ne nous victimisons pas, ne nous auto-flagellons pas, mais essayons de comprendre plutôt la situation actuelle sous un regard de mutation. Je ne vous interromps pas, mais ce que vous venez de dire m'a fait penser à un ministre de la République qui a dit en son temps que nous sommes dans une république de WhatsApp et de Facebook. C'est possible, c'est les technologies. Oui. Je connais de grands enseignants qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à projeter un PowerPoint, qui n'arrivent pas à dispenser leurs cours sur PowerPoint. On peut dire qu'ils sont en déphasage. Ils sont en déphasage avec leur temps. Nous sommes en train de vivre une révolution, une mutation, donc nous sommes tenus de nous adapter. Mais le constat est là, docteur, que nous sommes en train quand même de perdre un certain nombre de valeurs. Il faut pas se lamenter. Pourquoi nous perdons ces valeurs? Nous perdons ces valeurs parce que la référence ou le référentiel est aujourd'hui ailleurs. La référence n'est plus ce à quoi nous croyons. Quand vous lisez, et beaucoup d'auteurs littéraires africains l'avaient prévu. Quand vous prenez la Grande Royale dans l'aventure ambiguë, elle dit l'école où nous envoyons nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et gardons avec soin. C'est ça. Il en arrivera certains qui ne nous reconnaîtront plus. C'est ça la conséquence. Et c'est ça la conséquence de la mutation. C'est ça la conséquence, l'une des conséquences de cette technologie, de cette révolution technologique. Et ça a été pareil. Même la domestication des animaux.
après l'invention du feu, beaucoup ont été contre en leur temps. Ils ont dit non, il ne faut pas les ramener, ne ramenez pas les animaux sauvages vers nous, ne les domestiquez pas, ça risque de détruire notre société. Pourtant aujourd'hui, ça fait notre fierté. Mais ça provoque des maladies aussi. Ça provoque des maladies. C'est pour cela, dans mon introduction, je disais, le monde évolue en un parfait déséquilibre. Il n'y a jamais eu d'équilibre parfait. Seulement, il faut tenter, essayer d'ajuster les choses. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez aussi parlé de valeurs universelles. Oui. Ça veut dire que il y a un minimum commun sur lequel nous sommes appelés à nous entendre. Qu'est-ce que nous, Béninois, nous pouvons transmettre aux autres? Parce que c'est ça le problème. Et moi, j'étais, il y a 4 ans, 5 ans, au Burkina Faso. J'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui m'a dit, les Béninois, ici, on vous craint beaucoup parce que le Béninois qui dit Béninois dit le rusé. Celui-là en qui il ne faut pas avoir confiance. C'est une mauvaise réputation pour nous, certes, mais on peut la valoriser. En quoi faisant? Je vais d'abord, je ne vais pas répondre directement à votre question. D'accord. Le Béninois a un problème fondamental qui l'empêche à transmettre sa valeur. Il suffit de faire un tour dans un marché et que l'on expose un simple objet. Je prends l'exemple du cure-dent. Et que vous dites, vous écrivez ou vous dites, voilà le cure-dent là vient du Ghana. Et ce cure-dent vient de Bembereke ou de Parakou. Je vous jure, celui qui vend le cure-dent venant du Ghana pourra vendre à 100 personnes avant que celui qui vend le cure-dent venant de Bembereke ou de Parakou ne vende la dizaine. Si vous prenez un autre exemple, du pain, et vous dites ce pain vient d'Accra, bien vrai qu'il soit fabriqué à Parakou, et sur un autre pain, vous mettez une étiquette pain fabriqué à Cotonou. Celui qui vend le pain venu d'Accra videra son étalage avant que celui qui vend le pain produit à Cotonou ou à Parakou ne vende deux. Ça veut dire quoi? Notre crise actuelle ou notre problème actuel, c'est un problème de reni de soi. C'est un peu de l'incivisme. Nous ne nous aimons pas, nous n'aimons pas ce qui est fait au Bénin. Le Béninois n'est pas plus mauvais ou plus méchant que le Burkinabé. Le Béninois n'est pas plus méchant que le Ghanéen. Mais nous-mêmes, nous avons la fierté de dire que nous sommes mauvais, même si ce que nous faisons est bon. C'est un travail d'acceptation de soi qui s'impose. Il faut qu'on s'accepte tel que nous sommes. C'est ça le civisme, le patriotisme. Acceptons-nous comme étant des Béninois, ayant des valeurs. Mais quand vous allez aussi à l'étranger, on va vous dire, vous mettez des élèves ou des étudiants, malgré la baisse de niveau, des étudiants béninois, nigériens, togolais et autres. Je parie que si vous mettez 100 étudiants ensemble, 10 de chaque pays, les 5 meilleurs viendraient du Bénin. Nous avons aussi cette valeur à défendre. C'est sûr que nous avons jusque-là conservé la nature humaine, la valeur de l'homme. Il y a moins de criminalité au Bénin qu'au Nigeria, par exemple. Qu'ailleurs, je ne donnerai pas de nom. Ça aussi, c'est une valeur. Mais nous avons aussi une valeur que nous ignorons. Nos pouvoirs ancestraux. C'est aussi des valeurs. Aujourd'hui, un jour, j'ai échangé avec un aîné, un vieux, qui est venu me rendre visite du village. Et j'ai utilisé la télécommande. Je ne me déplace pas pour changer la chaîne sur la télé. Et après, il me dit, mais que les Blancs ont fini par comprendre l'Afrique. Exactement. Mais ça, c'est intéressant. Qu'en fait, les Blancs ont commencé par copier l'Afrique. J'ai dit, pourquoi pas? Il dit, mais ce que je fais là, mais les forces occultes fonctionnent exactement de la même manière que lui peut être avec moi et télécommander quelqu'un ou télécommander un fait en France. C'est exactement le même système. C'est la même fonctionnalité. Donc, nous avons aussi ces valeurs, nous avons ces faits, ces pratiques à valoriser. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de le dire, n'ayons pas honte de dire voilà ce qui fait ce que nous autres nous apportons à l'universel. Ce qui manque aux autres, c'est ça, nous avons l'obligation de leur apporter. Mais si nous, c'est cela qui a amené un célèbre auteur, une dame, Axel Kabou, à écrire un ouvrage. À savoir, et si l'Afrique refusait le développement. Oui. Mais elle ne veut pas dire que l'Afrique ne doit pas se développer. Mais elle est en train de dire nous devons créer notre forme de développement. Nous devons apporter des valeurs, d'accord? Ce qui nous est propre, ce qui relève de notre identité à l'humanité. Aujourd'hui, il y a des maladies incurables par la médecine occidentale, mais que nos praticiens peuvent guérir en une semaine, voire deux. Mais pourquoi n'apportons-nous pas ces valeurs, ces pratiques à l'universel? Et cela fera notre identité. Mais si nous voulons avoir des scanners, il est vrai, il faut avoir un minimum. À la hauteur des scanners utilisés aux États-Unis, dans 100 ans, on ne l'aura pas.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour sauvegarder ces valeurs-là? Et qui doit prendre le devant de cette initiative? Cessons d'avoir honte de nous-mêmes. C'est une responsabilité collective. Ça doit relever de la conscience collective. C'est tout comme, je prends un exemple terre à terre. Tu es issu d'une famille indigente, pauvre. À côté, il y a une famille très aisée. Et du jour au lendemain, tu te dis, voilà, il faut que je change mon nom de famille. Parce que ma famille est pauvre. Parce que ma famille est pauvre. Ce n'est pas là la solution. La solution, c'est de tout faire pour que ta famille devienne riche aussi. Donc, c'est de produire, c'est de travailler. Nous devons travailler ce qui nous est propre, ce qui nous est personnel, ce qui nous est particulier. Et j'ai cité quelques exemples tout à l'heure. Telles que les choses se passent, docteur, moi, sincèrement, je me dis quand même que l'heure est grave. Hein. Je prends par exemple le Bénin. Ça fait 56 ans d'indépendance. Quand on fait le bilan, on se rend compte que l'avancée n'est pas terrible. Et la dernière fois, je crois, le président de la République l'a reconnu. Mais si nous avons des valeurs, pourquoi nous n'arrivons pas à les mettre en valeur? Permettez que je puisse m'exprimer ainsi. Mais ce qu'on constate et ce qui se remarque, ce sont des preuves manifestes de mauvaise gestion qu'on enregistre depuis que nous sommes dans ce que nous appelons le nouveau départ. C'est des audits qui finissent par dire il y a eu mauvaise gestion, il y a eu détournement, des milliards sont partis en fumée. Et il y a donc non-respect aussi des lois de la République. Nous sommes dans un pays où les faux diplômes circulent, bref. Et finalement même, celui qui fait mal, celui qui gère mal est célébré par la population. Ça relève aussi des mutations actuelles. Je vais vous dire quelque chose. Le problème du Bénin est plus profond que l'on y pense. C'est plus profond que ce que l'on voit. Je vais prendre un symbole. C'est tout comme vous avez un mauvais arbre à côté de votre maison. Et chaque année, vous élaguez les branches. Et vous dites, je veux le détruire, je veux détruire cet arbre. Vous élaguez les branches. La racine demeure. La racine du Bénin, je ne suis pas politique. Mais je doute fort que l'équipe actuelle fasse mieux que l'équipe précédente. Parce que l'équipe actuelle est en train aussi d'élaguer les branches et non la racine. La racine, c'est d'amener le Béninois au prime abord à se faire confiance. Vous prenez la rupture actuelle, ce n'est qu'une sémantique, ce n'est qu'un mot qui n'a rien de différent que ce qui a été fait jusque-là. L'indépendance a été une rupture. Vous prenez les différents présidents qui se sont succédés dans les premières années des indépendances, chacun venait avec une idée nouvelle, avec une rupture. Il y avait toujours rupture. Vous prenez 72 avec le coup d'État révolutionnaire. La révolution, ce n'est rien d'autre qu'une rupture. Et 17 années après, vous prenez le renouveau démocratique. Le renouveau démocratique n'est qu'une rupture. Vous prenez le président Yahi Boni, le changement n'est qu'une rupture. Tout à fait. Après, vous prenez l'actuelle rupture. Nous sommes plus forts dans les mots que dans les faits. Les faits, dans les clips ou dans l'analyse des clips, je l'ai dit, nous valorisons aujourd'hui l'argent. Et nous laissons de côté ce qui produit la richesse. Ce qui produit la richesse, c'est d'abord que le Béninois puisse consommer du pain fabriqué au Bénin. C'est que le Béninois puisse consommer du cuir-dent produit à Parakou. C'est que le Béninois puisse utiliser le pain traditionnel fabriqué au Bénin à Parakou. Mais malheureusement aussi, nous sommes paresseux. Et c'est ça qui m'a un peu inquiété il y a peut-être quelques mois encore, où tout le monde subitement est devenu homme politique. Et ce qui m'étonnait et qui me chagrinait, c'était la situation de nos jeunes dans les villages. J'arrive au village, les jeunes qui s'assemblent pensant avoir devant eux un homme politique. Moi, je n'en suis pas un. Mais à longueur de journée, ils ne faisaient rien. Il ne faut qu'attendre un homme politique pour leur distribuer des billets de banque. La richesse se produit. C'est pour cela que la magie ne dure pas. Nous fonctionnons jusque-là comme sous forme de magie. Nous utilisons la magie pour gérer nos pays. Ne nous focalisons pas sur l'aide, mais essayons plutôt de produire. En 1984, je me rappelle encore, le régime révolutionnaire de Mathieu Kérékou était encore tout puissant et a obligé chaque paysan à avoir tout au moins une parcelle de coton. Vous allez me parler de la démocratie. Encore une forme de sous-développement. Les pays démocratiques ne l'ont été qu'après après s'être assuré l'indépendance économique, après s'être constitué une puissance économique. Mais nous n'avons rien et nous voulons faire la démocratie. Personne ne veut travailler. Le travail, c'est la rigueur. Le développement, c'est la rigueur. Nous devons avoir la rigueur. L'État
doit être un État rigoureux, pas un État qui gaspille les ressources. Parce que le don de l'argent, d'accord, les microcrédits n'ont jamais développé un peuple. L'inventeur du mot a fini par être ravisé. Non, attendez un peu. Oui. Vous voulez dire que c'était mauvais, tout ce qui a été fait là? Je ne parle pas d'un régime, mais je parle de la démarche. Oui, oui. Des indépendances jusqu'à nos jours. Le concept. Oui, Le concept même de microcrédit oui. n'est pas développeur. Mais il faut de gros crédits. Ah, ok, d'accord. Il faut de gros Donc, crédits. au lieu de parler de microcrédit, Il faut de macro-crédits. Il faut de macro-crédits que chaque Béninois puisse demander parce qu'il produit. Et le système mondial fonctionne un peu comme le système des banques au niveau national. À savoir, c'est à celui qui produit plus qu'on donne plus. Lorsque vous allez dans une banque et vous gagnez 200 000 le mois, vous voulez passer 10 millions, ils vont vous le refuser tout de suite. Celui qui gagne 1 million, il demande 10 millions, on lui dira c'est trop peu, il faut augmenter. C'est exactement la même chose. Même avant que les bailleurs ne nous aident ou l'étranger ne nous aide, les institutions financières ne nous aident, nous devons d'abord être de bons producteurs. Qu'est-ce que nous produisons au Bénin? Rien, Aujourd'hui, le pratiquement. coton, nous ne sommes plus les premiers en Afrique de l'Ouest. Pour en avoir, est-ce que vous préconisez quelque chose? Mais il faut travailler. Je suis étonné qu'on dise que nous n'ayons pas suffisamment de ressources. Voyez nos terres qui sont vierges. Aucune production ne viendra de l'extérieur. Et tout ce que nous utilisons, jusqu'à Aujourd'hui- l'avion qui aujourd'hui, vole dans les cieux, provient du sol, provient de la terre. Donc nous avons la terre, nous avons une disponibilité en terre. Donc nous devons utiliser nos terres pour produire. Ne nous leurrons pas, ne pensons pas que c'est l'étranger ou l'aide au développement qui va nous développer. Je n'y crois pas. Les étapes, puisqu'on ne peut pas se lever un jour et dire... Une bon, première étape, je souris quand j'entends parler du programme ou de la politique de gratuité de l'inscription à l'université. C'est une bonne chose, mais ça a été mal fait. Comment on devait le faire? Vous savez, moi j'enseigne la sociologie. Mais avant que le sociologue n'ait l'objet d'étude, il faudrait que les autres travaillent. C'est-à-dire quoi? Il faut que l'agronome travaille, etc. Ce qui devait être rendu gratuit, c'est d'abord l'inscription dans les facultés professionnelles. En médecine, l'inscription devait être gratuite. En agronomie, l'inscription devait être gratuite. À l'UIT, développons les filières porteuses. Et génie civil. génie civil, l'inscription devait être gratuite. Et l'inscription devait être chèrement payée en sociologie, en géographie, en anglais, etc. Donc, vous pensez qu'on fait le contraire? On fait le contraire de ce qui donne le développement, de ce qui assure le développement. Rendons gratuit l'inscription en agro et obligeons nos étudiants en agronomie à produire, à travailler la terre. Mais je ne leur demande pas d'utiliser la houe ou la daba, mais qu'ils utilisent, qu'on leur apprenne La technique la actuelle. technique agricole. Moi, je suis tenté de tirer une conclusion au vu de tout ce qui vient d'être dit là, parce que j'ai l'impression que c'est la recherche de l'argent en fait qui pousse nos autres Béninois à vouloir mettre de côté nos valeurs. Certaines valeurs qui doivent normalement nous permettre de nous imposer, de nous faire reconnaître. Je suis parfaitement d'accord avec cette conclusion. La recherche de l'argent facile, parce que il faut aussi faire un petit constat. Au Bénin, les plus riches, ce sont ceux qui ne travaillent pas. Et les plus pauvres, ce sont ceux qui travaillent plus. C'est ce que je disais tantôt, et c'est eux qui sont célébrés. C'est eux qui sont dans célébrés. Dans le quartier, c'est eux on respecte. Oui. Bon, tout et tout, on Oui. trouve que lui, il est arrivé quand même à se faire une renommée. Sans Pendant que- avoir travaillé. Sans avoir travaillé. Oui. Maintenant, ce que je voudrais ajouter aussi comme autre conclusion, c'est apparemment ce sont les politiques qui sont à la base de cette réalité, la triste réalité. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Quand vous prenez, je l'ai démontré tout à l'heure, des indépendances à nos jours, nous avons les mêmes acteurs politiques. Nous avons les mêmes discours. Rien n'a encore changé. Alors que tout doit être changé, tout doit être revu. C'est pour cela que je rejoins quelque part. Il ne faut pas qu'on s'écarte trop du thème du jour, à savoir la crise morale. Ah, voilà. La crise morale n'est rien d'autre que l'effet démultiplicateur. À savoir, ceux qui sont en face, ceux qui sont considérés comme étant des références, des modèles, c'est pour la plupart du temps des corrompus. C'est des gens qui ne travaillent pas, qui ont de l'argent facile. Quand vous prenez, tout à l'heure, j'ai parlé du Rémi de soi. La plupart des faux diplômes cités, c'est des diplômes venus de l'extérieur. Il est rare d'avoir un faux diplôme béninois, du CEP au doctorat. Lorsque vous avez obtenu, vous travaillez, vous inscrivez du CI en dernière année de thèse au Bénin, vos diplômes seront propres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? L'histoire de faux diplômes, dans une autre mesure, se vit aussi au Bénin par des universités privées. Il y a des universités privées qui font l'apologie de leur savoir, de la transmission de leur savoir, etc. Mais qui n'est rien d'autre que du leur.
Les parents de l'étudiant ne le savent pas. Nous devons avoir un État responsable qui doit être en mesure d'expliquer des choses. Une université privée qui dit je délivre le master. D'accord. Dans les universités publiques et dans le système CAMES, celui qui peut encadrer un master doit être un enseignant du rang A. Ça veut dire au moins un maître conf. Un maître assistant et co-encadreur. Dans les universités privées, ce sont les maîtrisards, ceux qui sont les détenteurs d'une maîtrise qui encadrent les masters. Alors que le master, ça veut un bac plus 5. La maîtrise, c'est bac plus 4. Et celui qui a le bac plus 4 encadre un diplôme qui veut avoir le bac plus 5. C'est ça aussi le paradoxe. Parfois, pour un peu mettre de l'eau dans la bouche de nouveaux candidats, quand un étudiant finit dans l'université privée en question, on lui délivre un master, on le recrute comme enseignant dans la même université. Puisqu'il peut valoriser son diplôme nulle part ailleurs. Donc voilà un peu, nos parents, ils mettent de l'argent, des milliers de francs. Parfois l'inscription à 600 000. L'État doit combattre cela. Deuxièmement, l'État doit revoir sa politique de gratuité de l'enseignement supérieur. Je n'ai rien contre, mais il faut plutôt rendre gratuit ce qui est efficace, ce qui est efficient. Ce qui est efficient aujourd'hui, c'est l'agronomie. Nous avons la médecine. La médecine. Nos parents sont dans les villages. Et c'est des matrones ou des filles de salle qui se déguisent en médecin. Qui se transforment en docteur. Et qui les soignent. Ou qui les tuent. Moi, il y a une question qui me taraude l'esprit depuis. Je voudrais savoir quel rôle, d'accord, la langue peut jouer dans la sauvegarde de nos valeurs morales. Est-ce qu'on peut parler de valeurs morales sans la maîtrise minimum de sa langue? Bonne question. La langue, c'est le véhicule du savoir. C'est tout comme je veux me rendre à Cotonou. J'ai plusieurs moyens de déplacement. Je peux aller à pied. Ça, c'est le français pour nous béninois. Je peux aller à moto, à bicyclette, je peux aller en avion. L'avion, c'est ma langue maternelle. Je prends un exemple facile et très simple. L'expression du sentiment se fait toujours dans sa langue. On te gifle maintenant, le fond va dire aïe. Comment ou yégué. Quel est le bâton nous va dire ou le bariva? Voilà. Donc, l'expression voilà, l'expression du sentiment se fait dans sa langue. Lorsque vous ressentez un sentiment, on l'exprime dans sa langue. L'erreur commise, surtout par les petits intellectuels, c'est de commencer déjà par inculquer le français à leurs enfants, même dès le ventre. On n'aime plus parler sa langue. Alors que ce français est aujourd'hui décrié au plan mondial. Quand vous prenez Zénab tout à l'heure, je vais y revenir, elle est sûre d'être écoutée et suivie par au moins des dizaines de millions. Des millions de personnes. Donc, après l'anglais, c'est aujourd'hui le chinois, l'espagnol. Le français n'est que la 5e langue. Il est vrai, nous avons de micro-langues. Le français ou l'anglais étaient au départ de micro-langues. C'était même des langues ethniques, comme les nôtres. Mais elles se sont imposées sur la base du travail. Comme je le disais, au Bénin, nous avons des sociétés. Donc, chaque société a sa langue. Ces sociétés peuvent s'entendre pour dégager peut-être 3 langues dominantes ou une grande langue dominante. Je ne suis pas à fond. Mais je constate qu'aujourd'hui, le fond domine. Si c'est l'entente, là, on n'aura pas ça. Hein? C'est ça le problème. Pardon? Si c'est l'entente, on n'aura pas ça. C'est ça, les décisions politiques. C'est ça, un programme de gouvernement. Donc, il faut de la rigueur. La rigueur. Pour pouvoir imposer au moins 3 langues. Voilà. Même les universités, ça relève toujours de la crise morale. Aujourd'hui, nous avons 7 universités au Bénin. C'est trop. Au Bénin, à l'heure actuelle, nous n'avons pas mis... Donc, vous êtes pour cette nouvelle carte là? Non, pas pour cette carte. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait 2 universités au Bénin. L'université de Calavi et l'université de Parakou. Nous n'avons pas d'enseignants. Un enseignant coûte très cher à l'État. Un seul enseignant coûte très cher à l'État. Au Bénin, nous n'avons pas 1000 enseignants du supérieur. 1000, c'est même trop. À peine, nous avons 700 enseignants en tout et pour tout. Donc, je suppose que pour vous, c'est déjà un pas, hein, passer de 7 à 4 universités. Mais il faut venir à 2. On veut paraître. On veut être comme l'autre. On ne le sera jamais. 1000 ans dans l'eau, un tronc d'arbre ne se transformera en crocodile. Donc, c'est une erreur. La première valeur d'un être, c'est la maîtrise de sa langue maternelle.
donc le lieu de condamner cette pratique-là ou d'attirer l'attention de ces gens. Je ne suis pas un légaliste. Je ne fais pas une science normative. Ceux qui répriment, c'est peut-être le juriste qui va condamner, mais le sociologue fait de l'empirisme. Il fait du factuel. J'analyse les faits, j'observe et j'analyse les faits. Mais il est rare de me positionner, de prendre position. Mais je le dis encore, ceux qui refusent l'enseignement ou qui refusent d'enseigner la langue maternelle aux enfants, à leurs enfants, c'est du mauvais snobisme. Ils veulent paraître. Mais pour mieux paraître, il faut d'abord maîtriser sa langue. Celui à qui, ou le bébé, ou l'enfant à qui on apprend le français dès le bas âge, il ne sera jamais français. C'est ça. Voilà. Alors, docteur, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, en matière d'approche de solutions, vous avez donné le cas de ce table-là. Donc, pour illustration, vous avez parlé de ce que les Béninois passent leur temps à élaguer voilà. Au lieu de s'en prendre à la racine. Oui. Voilà. Et que, comme solution, il faut qu'on se mette au travail. Quelle autre solution on peut mettre en œuvre pour quand même permettre au Bénin de voir ses valeurs renaître? Après le travail, il faut s'assumer, s'accepter comme tel. Effectivement, vous en avez parlé. Oui. Je prends un petit exemple encore. Si vous êtes vilain et votre femme donne naissance à un enfant qui vous ressemble, ça veut dire que l'enfant est vilain aussi. Mais le père est content et très content qu'on dise que l'enfant lui ressemble. Ah mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ou bien parce que... Mais qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais, c'est ça. Mais vous êtes laid et votre femme donne naissance à un beau garçon et on dit l'enfant ressemble à son papa. On dit oui, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Maintenant, si l'enfant pas méga est beau et qui ressemble au cohabitant d'à côté, ça commence par créer autre chose. Donc c'est exactement la même chose. On appelle la femme pour lui poser les vraies questions. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Le Bénin a des valeurs à défendre. Reconnaissons nos limites, mais célébrons aussi nos valeurs. Nos valeurs, quand vous prenez l'ancien temps, à travers la littérature, à travers les témoignages, le Bâtonneau, c'était un brave. Non, mais le Bâtonneau a toujours été brave. Il est brave. Il n'aime pas la honte. Il préfère mourir après le combat. C'est ça. Pour l'avoir perdu, que de revenir vivant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore de Bâtonneau? De Bâtonneau. De Bâtonneau, ça n'existe plus. C'est qui fut même. Non, arrêtez ça. Ça n'existe plus parce que nous ne nous assumons pas. Ça, c'est une valeur. Il faut qu'on dise que le Bâtonneau demeure courageux. Et il aime affronter les difficultés. La vie est toujours faite de difficultés. Il faut les affronter, il ne faut pas les éviter. Il ne faut pas les fuir, il faut les affronter. Donc, vous prenez aujourd'hui, il y a plein de programmes qui ont échoué parce que nous n'admettons pas nos valeurs. Les gouvernants antérieurs ont créé des programmes de retour à la terre. Les paysans, les jeunes diplômés ont été financés pour qu'ils reprennent le travail agricole. Mais peu ont réussi. Parce que quiconque s'inscrit à l'école, même déjà au CM2, il dit « Ah, Allah Akbar, moi je ne ferai plus le travail de la terre. » Alors que c'est ce seul travail qui peut nous libérer. Ce n'est pas l'enseignement que nous donnons à l'université qui va forcément libérer les enfants. Combien s'inscrivent et combien maîtrisent? Je vais vous donner un petit exemple. Hier, j'ai rencontré les vendeuses à la sauvette. Elles me proposent un article chinois. Vous allez constater pendant les vacances, c'est surtout les articles chinois. Et on échangeait. Elle m'a dit qu'elle est en Géo 3. Tu fais quelle option? Elle dit géoéconomique. Et tu travailles, elle dit, elle veut faire son mémoire sur la commune elle a donné le nom d'un arrondissement de Bembereke. Je dis non, moi, ça c'est pas juste une commune, c'est un arrondissement. Il dit oui, c'est dans... Donne-moi alors la définition la plus élémentaire de ta spécialité. Tu fais géographie économique. À quoi ça sert? Elle est incapable de le dire. Déjà même le fait qu'elle ait donné une commune qui n'existe pas au Bénin. Une commune qui n'existe pas au Bénin. C'est déjà grave. Et c'est pareil pour le sociologue. Hein. Le sociologue en licence, en master, tu lui dis, définis-moi la sociologie. C'est souvent difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça ne rime pas trop avec nos réalités. C'est pareil pour l'agronome formé dans nos universités africaines. Il finit sa licence, son master, il est incapable de véritablement s'auto-employer. Vous prenez même le médecin, je ne dirais pas que c'est un peu pareil. Donc,
nous refusons de nous assumer. Aujourd'hui, nous courons beaucoup plus derrière l'argent que derrière la maîtrise de quelque chose. Voilà. Docteur, vous êtes très intéressant, mais je crois quand même qu'il va falloir qu'on aille sur la troisième rubrique quand même de cette émission. Oui, et oui, parce que là, nous sommes bousculés déjà par le Par temps. le temps. Oui. Plus que 6 minutes en réalité à passer donc ensemble. Oui. Alors, je vous explique un peu le principe. Vous avez des questions qui sont sous pli fermé là. Oui. Donc voilà, il vous revient d'en tirer au sort quelques-unes, de les lire à haute voix et puis d'apporter des éléments de réponse. Alors, on commence par un premier tirage. Vous avez préféré commencer par le haut. Ah oui, c'est courageux. Et la question dit quoi déjà? Quel reproche faites-vous aux professionnels des médias? Ah oui, ça commence bien. Ça commence Pour bien. que je puisse Comme me corriger. comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas un normativiste, mais je dirais mes constats. Voilà. Le constat, c'est on s'improvise journaliste. Et ça rejoint ma dernière préoccupation de tout à l'heure, sans véritablement recevoir une formation en journalisme. Donc, d'abord, il faut que l'on se forme. Quand vous prenez certains journalistes des pays développés, ils sont peut-être journalistes économiques, journalistes sportifs, journalistes en ceci, journalistes même en production agricole. Et quand il intervient, on sent en lui une maîtrise du domaine. Ce n'est pas valable uniquement pour les journalistes, c'est un peu pareil pour même nous autres sociologues. Vous allez voir certains collègues qui sont spécialistes en tout. Généraliste. Et quand il y a un débat, ils s'improvisent sans avoir la maîtrise. Et ça fait un défaut à nous autres Béninois. Nous devons nous spécialiser, maîtriser quelque chose et être sûrs, convaincus de ce que l'on dit. Mais si nous nous limitons à la généralité, on aura des approches très sommaires. En résumé, il faut que les journalistes se spécialisent. Et qui se spécialisent, qui se fassent former. Mais se faire former, c'est un coût. Hein. C'est un coup. Mais ça s'assume. C'est un peu comme cette citation d'un enseignant qui disait: si vous dites que l'éducation est chère, allez goûter à l'ignorance et vous saurez. Et l'autre chose, un petit exemple pour corroborer un peu cet enseignant. Quand vous allez dans nos prisons, c'est un mauvais exemple, certes, les 60% des prisonniers n'ont pas le niveau primaire. Les 20% des prisonniers n'ont jamais dépassé la classe de 3e. Ceux qui ont un niveau supérieur ne dépassent pas 2% des prisons. Ça veut dire, plus vous améliorez la formation, moins vous diminuez, plus vous diminuez le risque d'aller là-bas. Un peu comme on dit ouvrez les écoles et fermez les prisons. Voilà quoi. Deuxième question tirée au sort. La question en haut. Pourquoi les professeurs d'université aiment rouler des Highlanders? Ce sont des questions surprises. C'est sous plus fermé. Très bonne question. Hein? Je vais répondre. Et vous savez, il faut donner du goût, il faut donner le désir aux autres. Quand on dit de vous que vous êtes enseignant, on n'est pas tous professeurs. Les professeurs ne sont pas nombreux parmi nous. Oui. Quand on est enseignant au supérieur, pour les siens, c'est que tu es un parvenu. C'est que tu es déjà au-dessus du minimum. C'est vraiment, en tout cas, tu fais partie des grands. Des regards, comme on dit. Donc, et il faut pouvoir donner du plaisir aux jeunes à étudier. Et on se dit, voilà, ça fait partie des faits distinctifs d'un individu. Ce n'est pas exagéré que de rouler une Highlander. D'abord, ça te préserve des accidents. Même en cas d'accident, tu te dis, je suis protégé. Et puis, partout au monde, les enseignants du supérieur sont très suivis, très protégés. Dans d'autres pays, en cas de guerre, on les prélève et on va les cacher quelque part. Parce que c'est à eux qu'il revient de réfléchir et de reconstruire la nation. Donc, voilà ce que je peux dire. D'accord. On continue avec le tirage. Oui. À votre avis, pourquoi les présidents de la République vont faire leur bilan de santé en Europe? J'en ai répondu déjà à cette question. C'est le fait qu'ils ne se font pas confiance. Ils ne font pas confiance à leurs spécialistes nationaux. C'est ça. Par manque de formation. Donc, ils sont tenus d'investir dans la formation dans leur pays et d'assurer un soin de qualité à leurs citoyens. Et de permettre même la médecine traditionnelle de les soigner aussi. Pourquoi pas? Pourquoi parce pas? que je pense même, pour même des opérations de cataracte, on va en Europe. Oui, en Europe. c'est parce qu'ils ne font pas confiance
à nos médecins. Mais c'est qu'il y a une leurre, c'est qu'il y a une erreur. Et c'est ça, je l'ai dit à travers mon exemple de cuit-dent du pain. On préfère le pain du Ghana que le pain du Bénin, on préfère le cuit-dent etc. Donc, ils ne se font pas confiance eux-mêmes. Du manque de confiance en soi démarre la pauvreté. Lorsque vous ne vous faites pas confiance, c'est que vous êtes pauvre. C'est ça. Parce que vous ne croyez pas en vos potentialités. Oui. Donc, du coup, comment pouvoir investir, comment pouvoir se dépenser pour troisième produire quelque question chose. Maintenant. Troisième question. Quatrième question maintenant. Oui. Donc, avant dernier tirage. D'accord. Dans une de ses chroniques, Jérôme Carlos affirmait que le Bénin est gangréné par la tricherie. Nous trichons partout et surtout. Quel est votre avis sur le sujet? Je partage son avis. Vous avez dit, même pourquoi? Je l'ai dit, oui. Nous trichons. Nous n'innovons pas. Pour ne pas tricher, il faut innover. Pour ne pas faire comme l'autre, il faut être sûr de ses potentialités. Être capable de mettre en exergue ses potentialités. Mais lorsque vous sous-estimez vos potentialités, vous êtes obligé de tricher l'autre. Vous prenez même nos vedettes. Ils ne sont pas capables, comme les Torrents et autres, qui avaient innové, qui avaient valorisé les pratiques, les danses de chez nous. Les jeunes d'aujourd'hui, ils trichent. J'ai suivi cette chronique quand même de Jérôme Carlos. Il dit on triche partout. Même la vendeuse de poissons triche avec la balance. Oui. La vendeuse du gari, elle attache des garis de 1 kg, alors qu'en réalité, elle sait très bien que ce n'est pas 1 kg. Oui. La vendeuse de pain se promène dans le quartier avec pain chaud, même en plein midi. Oui. Elle sait que le pain n'est pas chaud, mais elle le dit. Bref, et c'est ça qu'on appelle du dol. En principe, c'est punissable. C'est punissable du point de vue juridique, mais c'est aussi socialement punissable. Oui. Si tu vends de la bouillie tiède ou fraîche, mal préparée, et tu me dis c'est de la bonne bouillie, si j'achète aujourd'hui, demain je ne reviendrai plus. C'est de la publicité. La malvente. C'est de la publicité. La publicité est toujours bon ou quelquefois mensongère ou exagérée. Il faut cultiver l'honnêteté. Il faut cultiver l'honnêteté et être sûr de ses potentialités. Voilà. Ça c'est vrai. Dernier tirage cette fois-ci. La nouvelle carte universitaire telle que proposée par le régime actuel vous convient? Je l'ai dit tantôt. Moi, ça ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas parce que nous n'avons pas de ressources. Il faut ramener le nombre d'universités. Ça veut dire que dans le rang même des procès des enseignants, du supérieur, il y a quand même des avis divergents. Vous savez ce que coûte une université à un État? Un recteur à rang du ministre. C'est ça. Donc, actuellement, nous avons 21 ministères, plus 7 recteurs. Non seulement il a rang de ministre, ça dit il ne dépend même pas du président. Il ne dépend, mais il a rang du ministre, il a tous les honneurs. Autrement dit, il peut même se foutre de la gueule du président. S'il est élu. Comme l'a fait S'il est élu. Maintenant, s'il est nommé, parce que au Bénin, nous avons 2 catégories de recteurs. Nous avons des recteurs élus. Et des recteurs nommés. Et les recteurs Vraiment, nommés. la politique est rentrée partout. Là. Les recteurs élus, c'est incompétent. Vous savez, chez nous, on est aussi organisé, je dirais même plus organisé que l'armée. L'assistant ne peut pas être le patron du professeur titulaire. L'assistant ne doit pas être patron du maître assistant. Le maître assistant ne doit pas être patron du maître de conf. Ainsi de suite. Le maître de conf ne peut pas diriger le PT. Donc, au cours des élections, ou pendant les élections, nous suivons cette hiérarchie. C'est ça. Et vous allez constater que dans la plupart des universités où les recteurs sont élus. C'est des professeurs titulaires. Ça veut dire qu'ils ont franchi toutes les étapes. Maintenant, les rectorats nommés, on a nommé des maîtres conf au moment où des professeurs titulaires sont là. Donc, ça met à rude épreuve l'orthodoxie même de l'université. L'orthodoxie académique universitaire, ça le met en cause. Voilà le problème. Et comme je le disais tantôt, un rectorat fait un ministère. Donc en dehors des 21 ministères là, il faut ajouter les 7 autres rectorats. Ça fait 28. Ça fait beaucoup vraiment, hein? Donc voilà. Ça fait beaucoup vraiment. Ah oui, ça fait beaucoup. Et donc, comme nous sommes à l'ère de l'austérité. Et vous préconisez qu'on réduise encore à 2? À 2. Et il y aura des centres universitaires. On peut même laisser tous les centres universitaires créés. Il est bon qu'on ait un centre universitaire à Gogounou, qu'on ait un centre universitaire à Kandi, qu'on ait un centre universitaire. Ça ne gêne pas. Mais quand on parle d'université, mais c'est lourd. Et c'est cher pour l'État, c'est cher pour les finances publiques. Donc on a 2 rectorats qui patronnent, qui gouvernent comme dans certains pays. Et en ce temps, on peut parler même d'un président. On parle du président de l'université. Oui. Même 4.
université c'est trop. Et encore tel que c'est fait actuellement, je ne veux pas critiquer. Ou par exemple, tu prends, on dit université d'agronomie de Porto-Novo, de ceci, ça veut dire le chef département ou le doyen de la faculté d'agronomie de Parakou répondra de l'université d'agronomie de Porto-Novo. Et il y a ce qu'on appelle les CODI, les conseils de direction, qui se tiennent tous les lundis. Donc chaque lundi, le doyen est appelé à aller à Porto-Novo. Ça là, ça ne fonctionne pas. Allez, on vous a compris quand même. On vous remercie aussi pour ces informations. Ça a été un plaisir. On a passé les 90 minutes sans nous en rendre compte. Ah oui. Je peux même vous dire, il y a eu un bonus. Merci pour l'invitation et merci pour l'entretien. Voilà, merci beaucoup à vous. Oui. Tout à l'heure, je vais vous permettre quand même de dire un dernier message quand même à nos auditeurs. Le temps de céder l'antenne à Ayoub Issiak pour Chabi Ayouba, évidemment, pour quelques mots à l'endroit aussi des auditeurs, et puis à Faraj Ali Arou pour quelques mots à l'endroit des auditeurs. Oui, Ayouba. Et déjà, je vous dis merci. Je dis merci à tous nos auditeurs d'ici et là. Et surtout, je vais dire bien des choses à monsieur Gouchina Josué, acteur de World Education. Et dire aussi merci aux amis de Tichirou, de Madina et de Bandikani. Merci à tous nos auditeurs et dimanche prochain, on se retrouvera à la grâce de Dieu. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, Faraj. Eh bien, moi, je voudrais conclure de façon un peu magistrale. Chaque société qui aspire au développement doit faire un choix sur 3. Et soit cette société, pour évoluer, se réunit complètement, c'est-à-dire réunit toutes ses valeurs, sa culture, tout, et évolue, les yeux fermés. Soit cette société décide de rester dans l'enfermement, c'est-à-dire ne s'ouvre pas aux autres et se dit bon voilà, je reste dans l'autarcie et puis comme ça j'évolue. Ou la société se base sur ses valeurs, s'ouvre au monde et comme ça essaiera d'émerveiller. Je ne sais pas quel choix nous voulons faire ou quel choix nous sommes en train de faire, nous Béninois. En tout cas, ce que je nous recommande, c'est que nous prenions appui sur nos valeurs culturelles, sur nos valeurs morales, sans quoi le développement ne sera jamais au rendez-vous. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup. Docteur, quand moi je suis dépassé, je parle anglais. Je crois qu'il a trouvé la bonne conclusion. Et oui, docteur, un petit mot quand même à nos auditeurs. Et déjà, je vous le dis, la prochaine fois, vous serez encore des nôtres et on va parler du développement local. D'accord, pas de problème. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre combat, le combat que vous menez pour le développement. Pour moi, c'est préférable d'avoir un site pareil, une station radio, pour informer, former la population, former la masse. Donc, recevez mes félicitations. Merci beaucoup. L'autre chose, je suis parfaitement en harmonie avec la conclusion de Faraj. Mais les deux modèles, heureusement que tu les as élargués, tu les as mis de côté, à savoir oublier tout de soi, c'est impossible. Secondo, vivre en ermite, c'est impossible. C'est impossible. Il faut plutôt se baser sur ses valeurs pour pouvoir vendre, pour pouvoir avoir un objet à vendre sur le marché international. Et ce que nous avons à vendre, ce sont nos cultures, ce sont nos valeurs. Tout en achetant aussi des autres. En achetant des autres. Je vous remercie. Et merci aussi aux auditeurs qui nous ont écoutés. Allez, merci beaucoup à vous, docteur. Ça a été un plaisir quand même d'être ici en votre compagnie. Mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour votre aventure dominicale de ce dimanche matin. On se retrouve dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Bye bye. Bye bye. Comme la belle chose veut la chose, mais il n'entend la donner au moins une fois. Bon, vous savez. Vous dites que Dieu n'aime pas ça. Vraiment, Dieu n'aime pas ça, mais est-ce que nous tous, nous pouvons respecter les lois que Dieu a prescrites? Il faut vous mettre dans la chambre, dans l'obscurité, fermer la porte. Dieu vous voit. À plus forte raison, dans la chambre où vous avez ouvert la fenêtre. La femme, lorsqu'elle veut, elle devient comme une folle. Hein? Le bâton est le produit du faux ou de la folle. Voilà. Vous savez, lorsque ça arrive comme ça, oui. Ce que vous dites, vous n'avez pas raison. Ce qui se passe là, même si le gars l'explique, elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre. Oui, elle ne va pas comprendre. Oui, même si le gars s'engage avec sa grande soeur, elle va encore créer des troubles. Bon, c'est la chose qu'elle veut. Tout à l'heure, monsieur Bonic. Il faut que le monsieur aille voir sa belle-mère et lui dire, ah,
dites à ma belle-sœur qu'elle n'est pas sage. Si vous ne voulez pas avoir honte, s'il veut avoir honte, et il goûte une fois, ça, c'est fini. Hein, le miel qui tombe sur la langue, on ne sait jamais de le laver. Je n'ai qu'à appeler la petite sœur pour dire, ah, ce que tu es en train de vouloir me proposer là, à tout c'est parce que Dieu me regarde et Dieu te voit aussi. Et pour ça, il faut que nous cessons ce que nous sommes en train de vouloir faire. Parce que je ne veux pas la honte de votre famille et de ma famille. Et de ma famille. Vous voyez, je tire d'abord un coup de chapeau à ceux qui ont donné une définition à la femme, hein, en disant que c'est faible, oui. élément mettant le monde en erreur. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, je tire un coup de chapeau à ces personnes-là. Je ne sais pas si ça existe. La femme est dangereuse. Plus sucré que le sucre, plus doux que le miel. Arzéké FM, la radio qui vous veut du bien.